Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis technicien son, le genre de type qui passe sa vie à s'assurer que les autres sont bien entendus. J'habite à Paris, dans un petit appartement du 19e où les murs sentent la peinture et le bois ancien. Le soir, le son du métro qui passe sous mes pieds est une sorte de berceuse. Je vérifie une dernière fois mes câbles, les enroulant avec une précision presque maniaque. Le cuivre froid glisse entre mes doigts. Ma routine est simple. Café noir, sans sucre, bu debout dans la cuisine pendant que la radio grésille. Puis je rejoins le monde des autres, celui des événements de luxe, des lustres en cristal et du champagne. Je passe mes journées dans l'ombre des scènes, à ajuster un micro, à équilibrer une fréquence. Je nettoie la grille d'un micro avec un chiffon doux, le métal brillant sous la faible lumière de ma console. C'est un monde auquel je n'appartiens pas vraiment. Et puis il y a elle, Éléonore Lambert, ma patronne. La plupart du temps, je la vois de loin, une silhouette impeccable qui traverse une salle de bal. Ses cheveux noirs sont toujours tirés en un chignon strict, sauf pour cette unique mèche argentée qui s'en échappe parfois. Ses talons claquent sur le marbre avec une autorité qui fait taire les conversations. Je la regarde donner un ordre d'un simple mouvement du menton, puis elle se tourne et disparaît dans la foule. Notre relation est un échange de formules polies. « Bonjour, monsieur Dubois. Excellent travail, Léo. » Une distance calculée, professionnelle. Je lui tends un micro-cravate avant une conférence. Nos doigts se frôlent à peine, juste assez pour que je sente la froideur de sa bague. Elle ne le remarque même pas, ou fait semblant. Je recule d'un pas, mes mains retournant se cacher dans mes poches. Je suis l'homme de l'ombre. C'est mon rôle. Parfois, je m'assieds à la terrasse d'un café après le travail et je regarde les gens. Je vois un couple se disputer à voix basse, la femme tordant sa serviette en papier. Je me souviens d'une autre table, d'une autre serviette en papier, il y a longtemps. Je finis mon café d'une traite, le liquide amer me brûlant la gorge, et je rentre chez moi. Le silence de mon appartement est une chose familière, presque confortable. Je préfère les sons que je peux contrôler. Ce soir-là, nous étions à Lyon. L'événement avait été un succès. Des discours, des applaudissements, des verres qui trinquent. J'ai passé des heures à m'assurer que chaque mot était clair, que chaque note de musique était parfaite. La soirée terminée, je débranche les derniers projecteurs, plongeant la grande salle dans une semi-obscurité. Le silence qui s'installe est ma récompense. Je roule un long câble XLR, le poids est agréable dans mes mains. Le retour vers Paris se fait dans sa berline allemande. L'habitacle sent le cuir neuf et un parfum discret, le sien. Dehors, la nuit est noire. Le silence est différent de celui de la salle vide. Il est tendu, formel. Elle conduit, concentrée sur la route. Je regarde les lumières du tableau de bord se refléter sur ses mains gantées posées sur le volant. Je n'ose pas allumer la radio. Je retiens une quinte de tout pour ne pas briser le calme. Puis un premier flocon s'écrase sur le pare-brise, puis un deuxième. Bientôt, c'est une danse silencieuse et hypnotique. La lumière des phares attrape les tourbillons de neige. Je suis le trajet d'un flocon jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est d'abord joli, presque paisible. Je me surprends à me détendre un peu, le dos moins raide contre le siège en cuir. Elle ne dit rien, ses yeux fixés sur la route qui s'efface peu à peu. En quelques minutes, le spectacle devient une menace. La danse se transforme en un rideau blanc, épais et opaque. Le monde extérieur disparaît, étouffé. Le bruit des pneus sur l'asphalte devient un chuchotement sourd. Je me penche en avant, comme si ça pouvait aider, plissant les yeux pour tenter de voir au-delà du capot de la voiture. Je sens la voiture ralentir, presque à l'arrêt. Le moteur tourne au ralenti, un ronronnement presque inaudible. Nous voilà bloqués. Une file de feux rouges s'étire devant nous, fantomatique dans la tempête. Le vent s'est levé. Il siffle contre la carrosserie. Éléonore sort son téléphone. Je l'entends parler, sa voix toujours aussi calme, mais je remarque le léger tapotement de son pouce contre son index. Un geste nerveux que je suis sans doute le seul à connaître. Elle raccroche, laissant échapper un souffle à peine audible. Le silence retombe, plus lourd qu'avant. Après 1 heure d'appel et de recherche sur son téléphone, elle trouve une solution. Une auberge dans un village voisin, la seule encore ouverte. Nous quittons l'autoroute pour une petite route de campagne.
La voiture patine. Enfin, une enseigne en bois apparaît dans la tempête, l'auberge du cerf blanc. En entrant, la chaleur et une odeur de feu de bois nous enveloppent. Je secoue la neige de mon manteau, des gouttes froides tombant sur le plancher. La propriétaire, une femme au visage rond et bienveillant, essuie ses mains sur son tablier. Elle nous regarde, puis la porte par laquelle le vent s'engouffre. Elle hausse les épaules. Avec cette tempête, tout est complet. Il ne me reste qu'une seule chambre, avec un grand lit. Le crépitement du feu dans la cheminée est le seul son. Je me tourne vers Éléonore Lambert, m'attendant à un refus net. Mais elle se contente de hocher la tête. Nous prenons. Le message disait « C'est toi qui conduis ». Mais il n'y a pas eu de tempête ce week-end-là, ni le suivant. Pourtant, le mardi d'après, j'ai reçu un autre message. Juste une adresse et une heure. Un café près de la Bastille. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, j'ai choisi une table au fond et j'ai passé tout ce temps à nettoyer mes lunettes avec le coin de mon t-shirt, même si elles étaient déjà parfaitement propres. Le verre était froid contre mes doigts. Elle est arrivée à l'heure exacte. Son manteau gris tombait droit, impeccable. La mèche argentée était bien en place. Elle a défait le bouton de son manteau en s'asseyant et a posé son sac en cuir sur la banquette à côté d'elle. Le serveur est venu. Elle a commandé un thé noir sans même regarder la carte. J'ai pris un café, juste pour avoir quelque chose à tenir entre mes mains. La tasse était chaude, presque brûlante. J'ai concentré mon attention là-dessus. Nous avons parlé du dernier événement, d'un problème de logistique, des nouveaux projecteurs que je voulais commander, des sujets sûrs, des terrains connus. Sa voix était la même qu'au bureau, mais le bruit des conversations autour de nous la rendait différente, plus proche. Elle a tracé le bord de sa tasse avec son index, un cercle lent et répété. Je suivais le mouvement de son doigt, oubliant de boire mon café qui refroidissait déjà sur la table. Pendant qu'elle parlait d'un client difficile, ma main, dans la poche de ma veste, a trouvé le Zippo. Je l'ai sorti et l'ai posé sur la table, à côté de ma soucoupe. Un geste machinal pour occuper mes doigts. Le métal argenté et usé contrastait avec le bois verni de la table. Elle a arrêté sa phrase au milieu. Son regard a quitté le mien pour se poser sur le briquet. Je l'ai fait tourner lentement entre mon pouce et mon index. « Il est vieux », a-t-elle simplement constaté. Sa voix était neutre, une simple observation. Je n'ai pas eu besoin de regarder ses yeux pour sentir sa curiosité. J'ai hoché la tête sans rien ajouter. J'ai ouvert le capot d'un coup sec. Le clic métallique a brièvement couvert le brouhaha du café. Puis je l'ai refermé, le son plus doux cette fois. J'ai senti le poids de son silence. C'était à mon grand-père, j'ai fini par dire. J'ai ensuite rangé le Zippo dans ma poche. Ce café est devenu notre rituel du mardi. Même endroit, même table si elle était libre. Je finissais par connaître l'odeur du lieu par cœur, un mélange de cire d'abeille pour le plancher et de café fort. Je commandais toujours la même chose. Elle variait. Parfois un thé, parfois juste une eau gazeuse. Je la regardais choisir, la façon dont elle pinçait sa lèvre inférieure en lisant le menu, même si elle le connaissait aussi bien que moi. Les conversations ont commencé à dériver, très lentement. Du travail, on passait au temps qu'il faisait, puis à un film qu'elle avait vu ou à un album que j'écoutais en boucle, des conversations de surface, mais qui laissèrent des traces. Je me suis rendu compte que je passais la semaine à collectionner des petites choses à lui raconter. J'ai réparé une vieille platine vinyle, j'ai trouvé un livre rare chez un bouquiniste. Je lui tendais ces anecdotes comme des offrandes prudentes. Une semaine, il faisait presque beau. Nous avons marché le long du canal Saint-Martin après notre café. Le vent était froid, il faisait rougir le bout de mon nez. Je marchais les mains dans les poches, donnant de temps en temps un coup de pied dans un marron qui traînait sur le chemin. Elle marchait à mon rythme, ce qui était nouveau. D'habitude, elle menait. Là, ses pas s'étaient recalés sur les miens. Nos épaules se sont frôlées une fois. C'est là que j'ai remarqué une fine cicatrice juste au-dessus de son sourcil droit, presque cachée par ses cheveux. Elle n'était visible que sous une certaine lumière, quand elle tournait la tête pour regarder les péniches. Je n'ai rien dit. J'ai juste enregistré le détail, comme je le faisais avec les fréquences sonores. Une petite imperfection dans une surface que je croyais lisse. J'ai détourné le regard vers l'eau sombre du canal. Lors d'une réunion, quelques jours plus tard, elle m'a tendu un planning. Nos doigts se sont touchés.
Juste une seconde, la peau de son pouce contre le dos de ma main. J'ai retiré ma main un peu trop vite, faisant tomber mon stylo par terre. Le bruit a résonné sur le carrelage. Je me suis baissé pour le ramasser, restant accroupi un instant de plus que nécessaire, le temps que le sang quitte mes joues. Quand je me suis relevé, elle regardait déjà ailleurs. Je passais les minutes suivantes à ajuster la sangle de mon sac, à vérifier que mes lacets étaient bien faits, à tapoter mes poches pour m'assurer que mes clés étaient là. N'importe quoi pour ne pas croiser son regard. Le reste de la réunion s'est déroulé dans un brouillard. J'entendais les voix, je prenais des notes, mais une partie de mon cerveau était restée bloquée sur ce contact, sur la chaleur de sa peau contre la mienne. Un soir, elle m'a demandé de passer à l'agence récupérer du matériel pour un événement le lendemain. Il était tard, presque 21 heures. La plupart des lumières étaient éteintes, il n'y avait que la lampe de son bureau qui éclairait la pièce. L'odeur de papier et de café froid flottait dans l'air. Elle était assise à sa place, mais elle avait enlevé ses talons. Je les ai vus, posés sagement à côté de son fauteuil. Elle ne travaillait pas. Elle regardait une maquette d'un ancien projet, posée sur une étagère. Une structure complexe, en bois et en verre. Elle a suivi mon regard. Celui-là, c'était mon premier échec cuisant, a-t-elle dit sans me regarder. Sa voix était fatiguée. Elle a passé un doigt sur la maquette, laissant une trace dans la fine couche de poussière. Pour la première fois, elle ne me parlait pas du travail, mais d'une cicatrice. Je suis resté silencieux, debout au milieu de la pièce, le sac d'équipement lourd dans ma main. Le silence n'était pas celui formel de la voiture ou des premières semaines. C'était un silence différent, plus dense. J'ai posé le sac par terre. Le bruit sourd a semblé la ramener dans le présent. Elle s'est tournée vers moi, son visage à moitié dans l'ombre, et la mèche argentée brillait sous la lumière de la lampe. Cela faisait maintenant 3 mois que nos mardis existaient, que le clic de mon zippo était devenu un son familier entre nous. On avait construit une routine fragile, faite de café et de conversations prudentes. Mais ce soir-là, dans son bureau qui sentait la fin d'une longue journée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et pour la première fois, la question n'était pas une formalité. Je suis resté là, sans bouger, le poids de sa question suspendant l'air entre nous. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai simplement hoché la tête, ramassé mon sac d'équipement et suis parti. Le couloir de l'agence m'a semblé plus long que d'habitude, mais pas résonnant sur le sol ciré. Dehors, l'air froid m'a frappé au visage. J'ai marché sans but pendant 1 heure, mes mains profondément enfoncées dans mes poches, sentant le contour froid du zippo contre mes doigts. Le mardi suivant, l'atmosphère au café avait changé. Le silence entre nos phrases n'était plus une absence de mots, mais un espace que nous partagions. Elle a remué son thé avec une cuillère, le tintement léger et régulier contre la porcelaine. J'ai observé ses doigts, longs et fins, tenant la petite anse. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, son regard ne m'a pas semblé me traverser, mais s'arrêter sur moi. J'ai détourné le mien vers la rue. Mon ex-mari détestait cette mèche argentée, a-t-elle dit soudainement, en touchant la mèche en question. Il disait que ça me vieillissait avant l'heure. Elle a reposé sa main sur la table, ses doigts s'aplatissant contre le bois. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma propre tasse, le café déjà tiède, et j'ai bu une gorgée. Le liquide a laissé une amertume familière sur ma langue. J'ai gardé les yeux baissés sur la mousse qui se dissipait lentement à la surface. Les semaines se sont transformées en mois. Nos rendez-vous du mardi sont devenus un point fixe dans le chaos de nos emplois du temps. Je ne les attendais pas, ils étaient juste là, une évidence. Un jour de pluie, nous sommes restés à l'intérieur et elle m'a parlé de ses débuts. De la façon dont elle a dû vendre la voiture de son père pour financer son premier bureau. Elle a ri en le racontant, mais ses yeux sont restés fixés sur un point lointain, au-dessus de mon épaule. Nous avons recommencé à marcher le long du canal quand le temps s'est adouci. Nos épaules se frôlèrent parfois au détour d'un chemin. Aucun de nous ne s'écartait. J'ai remarqué qu'elle avait des traces de terre sous les ongles, malgré sa manucure parfaite. Je me suis demandé si elle jardinait. L'idée d'Éléonore Lambert, les mains dans la terre, a fait naître une image que j'ai aussitôt repoussée. J'ai donné un coup de pied dans un caillou qui a ricoché sur le pavé. Un soir, en sortant du café, nous avons croisé un de ses clients importants. J'ai vu son dos se raidir instantanément. Elle est redevenue Madame Lambert. Sa voix a pris une intonation plus formelle.
Son sourire est devenu professionnel. J'ai reculé d'un pas, me fondant dans l'ombre du porche. Je suis redevenu le technicien. L'homme a jeté un regard curieux dans ma direction. Elle ne s'est pas retournée pour me présenter. J'ai regardé mes chaussures, attendant qu'ils aient fini leur conversation. Le mardi suivant, elle était plus distante. Elle parlait du travail, des contrats, des échéances. Je l'écoutais, hochant la tête au bon moment. Le zippo est resté dans ma poche. J'ai senti son poids contre ma cuisse, un reproche silencieux. J'ai fini mon café plus vite que d'habitude, le faisant presque déborder de la tasse. Le silence entre nous était redevenu celui des premiers jours, un vide à combler. Je me suis raclé la gorge, mais aucun son n'est sorti. Puis, au moment de partir, alors que je posais quelques pièces sur la table, elle a posé sa main sur la mienne, juste une seconde. Sa peau était chaude. « Je suis désolé pour la semaine dernière, Léo. » Elle a retiré sa main aussi vite qu'elle l'avait posée. Je suis resté immobile, les pièces de monnaie sous mes doigts. J'ai levé les yeux vers elle. La cicatrice au-dessus de son sourcil semblait plus visible sous la lumière tamisée du café. J'ai simplement hoché la tête. La conversation suivante, elle m'a parlé de l'échec. Le projet de maquette dans son bureau. Ce n'était pas qu'un échec professionnel. C'était un projet qu'elle avait monté avec son meilleur ami, juste avant qu'il ne tombe malade. Elle a parlé de lui, de leurs rêves partagés. Sa voix n'a pas tremblé, mais elle a arrêté de regarder son thé et a commencé à défaire un fil qui dépassait de la nappe en papier. Je l'ai regardé détruire ce petit bout de tissu, méthodiquement. Mon zippo était presque vide. Il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois pour l'allumer. La flamme a vacillé, faible et jaune, avant de s'éteindre. J'ai soupiré et l'ai rangé. Le mardi d'après, en arrivant, j'ai trouvé une petite bouteille en métal posée à côté de ma place habituelle. De l'essence pour briquet. Elle n'a rien dit. Elle a juste fait un léger signe de tête en direction de la bouteille. J'ai sorti le zippo et l'ai rempli, le bruit du coton qui s'imbibait étant le seul son à notre table. Le clic de la fermeture a résonné, net et clair. J'ai fait jaillir une flamme vive et stable. Elle a regardé la flamme danser pendant un instant, le reflet orangé dans ses yeux gris. Je l'ai refermé et l'ai fait tourner entre mes doigts. Le métal, maintenant rempli, semblait plus lourd, plus substantiel. Elle a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux et a fait plisser la peau à leurs coins. J'ai senti mes propres lèvres s'étirer en réponse sans que je le décide. Un jour, elle est arrivée avec de la peinture bleue sur le dos de la main, une petite tache d'un bleu profond, presque nuit. Elle ne semblait pas l'avoir remarqué. Pendant toute notre conversation, je n'ai pas pu détacher mes yeux de cette tache. Elle contrastait avec sa peau pâle et ses vêtements impeccables. C'était un détail qui n'avait rien à faire là, une fissure dans son armure parfaite. J'ai eu envie de tendre la main et de l'effacer avec mon pouce. Je ne l'ai pas fait. Nous avons commencé à nous envoyer des messages en dehors du travail. Rien d'important. Une photo d'un ciel étrange, le lien vers une chanson, une question sur un livre. Des petits riens qui tissaient un fil invisible entre nos vies. Un soir, elle m'a envoyé une photo d'une toile qu'elle venait de commencer. Un grand aplat de ce même bleu nuit. Je suis resté longtemps à regarder la photo, le grain de la toile, les coups de pinceau visibles. J'ai zoomé sur l'image. Nos conversations sont devenues plus faciles. On pouvait rester silencieux sans que ce soit gênant. Un mardi, il pleuvait à verse. Nous sommes restés au café bien après avoir fini nos boissons, regardant la pluie frapper contre la vitre. Les autres clients sont partis un par un, jusqu'à ce que nous soyons presque seuls. Le bruit de la machine à expresso derrière le comptoir, le sifflement de la vapeur, le clapotis de la pluie. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Elle s'est penchée pour ramasser sa cuillère tombée par terre. En se relevant, son genou a heurté le mien sous la table. Un contact bref, anodin. Mais elle n'a pas retiré son genou tout de suite. Il est resté là, une pression chaude et solide contre le mien. J'ai arrêté de respirer. Mon regard est resté fixé sur la buée qui se formait sur la vitre. J'ai compté les secondes au rythme des gouttes qui coulaient le long du verre. Puis, lentement, elle a bougé. En partant ce jour-là, sous l'auvent du café, elle s'est tournée vers moi. La pluie formait un rideau autour de nous. L'odeur de l'asphalte mouillé remplissait l'air. Elle a levé la main, pas pour me dire au revoir,
mais pour arranger le col de ma veste qui était relevé d'un côté. Ses doigts ont effleuré ma peau juste au-dessus de la clavicule. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il a envoyé une décharge le long de ma colonne vertébrale. Elle a laissé sa main là une seconde de trop. Ses yeux gris fixaient un point sur mon col, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Je pouvais voir chaque cil, la façon dont la lumière de la rue se reflétait dans ses pupilles. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, j'ai simplement attendu. Puis elle a retiré sa main, l'a glissée dans la poche de son manteau et m'a souhaité une bonne soirée, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je l'ai regardée s'éloigner, son parapluie noir se fondant dans la pénombre de la rue. Je suis resté sous l'auvent, la pluie battant à quelques centimètres de mes pieds. J'ai touché l'endroit sur mon col où ses doigts avaient été. Le tissu était encore chaud, ou peut-être que c'était juste moi. J'ai sorti le zippo, l'ai ouvert et refermé. Le clic familier était un point d'ancrage dans le tourbillon qui venait de s'emparer de moi. Cela faisait maintenant 6 mois. 6 mois de mardi, de café, de silence et de mots murmurés. Nous avions construit quelque chose de fragile et de précieux sans jamais lui donner de nom. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un lien ou une question. C'était une photo. Une vieille photo en noir et blanc d'un jeune homme qui me ressemblait étrangement, tenant un zippo identique au mien. C'était mon ami, disait le message. J'ai regardé la photo, puis mon propre briquet posé sur la table. Les mêmes rayures, la même usure. C'était le sien, le briquet de l'ami dont elle m'avait parlé. Je ne savais pas comment il était arrivé dans la boîte à souvenirs de mon grand-père. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai tapé une réponse, mes doigts tremblant légèrement sur l'écran. Il faut qu'on se voie, pas mardi, demain. La réponse est arrivée instantanément. D'accord. Nous nous sommes retrouvés sur un banc du jardin des Tuileries. L'air de décembre était glacial. Il pinçait mes joues. Le ciel était d'un gris uniforme, de la même couleur que ses yeux. Je tenais le zippo dans ma paume, le métal froid contre ma peau. Je ne l'ai pas ouvert. Je lui ai juste montré la photo sur mon téléphone, puis le briquet. Ma question est restée en suspens dans la vapeur de nos souffles. Je l'ai regardée, attendant qu'elle comble le silence qui venait de s'installer entre nous. Elle n'a pas regardé le briquet, mais la photo. Sa main gantée est montée à sa bouche. Elle m'a raconté l'histoire d'Antoine, son ami, son premier associé, le projet de maquette dans son bureau. Après sa mort, sa famille avait tout vendu ou donné. Le zippo avait dû finir dans une brocante où mon grand-père, collectionneur de petits objets, l'avait sans doute trouvé. Une coïncidence cruelle, un fantôme surgit du passé. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, ses doigts traçant des cercles invisibles sur son manteau. Le poids du briquet dans ma main a changé. Ce n'était plus un lien entre nous, mais un mur. Le souvenir d'un autre homme, d'un deuil qui ne m'appartenait pas. Chaque histoire que nous avions partagée semblait soudain fausse, construite sur un malentendu. J'ai refermé ma main sur le métal, les bords me rentrant dans la peau. Un froid s'est insinué en moi, un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver. J'ai senti la distance se creuser, un fossé que je ne savais pas comment franchir. Mon silence a dû être plus éloquent que n'importe quel mot. Je l'ai vu se refermer, l'armure se remettre en place pièce par pièce. La vulnérabilité dans ses yeux a été remplacée par une expression distante, professionnelle. « Je dois y aller », a-t-elle dit, sa voix soudainement nette. Elle s'est levée d'un seul mouvement, a rajusté son écharpe avec une précision presque agressive. Elle ne m'a pas regardé en partant, ses talons claquant sur le gravier gelé du sentier. Je suis resté assis, regardant sa silhouette s'éloigner. Le mardi suivant, je ne suis pas allé au café. Je n'ai pas répondu à ses messages, des questions professionnelles auxquelles mon assistant pouvait répondre. J'ai créé un vide, un silence radio. Je passais mes journées à vérifier 3 fois les mêmes branchements, à enrouler et dérouler des câbles sans raison. Le zippo est resté sur ma table de chevet. Je le regardais le matin en me levant et le soir en me couchant. Une petite pièce de métal argenté qui contenait tout ce que nous avions perdu. Puis le téléphone a sonné un jeudi soir. C'était son assistante. Sa voix était blanche, déformée par la panique. Un accident de voiture en rentrant d'un rendez-vous. Un chauffard qui avait grillé un feu. Hôpital Bichat.
Le monde s'est réduit à ces quelques mots. J'ai laissé tomber le téléphone. Je suis resté un long moment à fixer le mur, les sons de la rue m'arrivant comme à travers du coton. Puis j'ai ramassé mes clés et je suis sorti en courant, sans même prendre la peine de fermer la porte. L'odeur de l'hôpital, un mélange d'antiseptique et d'angoisse, m'a saisi à la gorge. Je l'ai trouvée dans une chambre privée. Elle dormait ou était inconsciente, je ne savais pas. Un bandage entourait sa tête, un filet de sang séché près de sa tempe. Sa mèche argentée se détachait sur l'oreiller blanc. Les bips réguliers des machines étaient le seul signe de vie. J'ai posé ma main contre le cadre de la porte, le bois froid m'ancrant dans cette réalité insupportable. Une femme plus âgée, aux mêmes yeux gris mais plus durs, s'est approchée. Sa mère. Elle m'a dévisagé de haut en bas, notant mes jeans, ma veste usée. « Et vous êtes ?» a-t-elle demandé, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. J'ai murmuré mon nom, ma fonction. Le technicien. Le mot a résonné dans le couloir silencieux, me renvoyant à ma place, à l'extérieur de son monde, à l'extérieur de sa vie. J'ai reculé d'un pas, les mains moites dans mes poches. Je me suis assis dans la salle d'attente pendant des heures, le plastique froid du siège me rentrant dans le dos. J'ai sorti le Zippo. Sous la lumière crue des néons, il semblait juste être un vieil objet sans importance. La cause de notre rupture me paraissait dérisoire face aux machines qui la maintenaient en vie. J'ai attendu que sa mère parte prendre un café. Je suis entré dans la chambre, le bruit de mes pas étouffé par le sol. J'ai posé le briquet sur sa table de chevet. Un point final silencieux. Les jours suivants, je suis revenu, mais je suis resté dans le couloir, me contentant des nouvelles laconiques d'une infirmière. Stable. Elle ne s'était pas encore réveillée. Je passais mon temps à faire les 100 pas, à user la semelle de mes chaussures. Un après-midi, alors que je regardais la pluie tomber par la fenêtre, l'infirmière est sortie de la chambre. « Monsieur Dubois ?» J'ai tourné la tête vers elle. Elle s'est réveillée. Elle a demandé à vous voir. Mon cœur a manqué un battement. J'ai hoché la tête et j'ai marché vers sa porte. J'ai poussé la porte doucement. Le clic du mécanisme a semblé anormalement fort. Elle était là, assise dans son lit, le dos calé par des oreillers. Ses yeux étaient ouverts. Ils se sont posés sur moi. Le bandage sur sa tête était d'un blanc clinique, choquant contre ses cheveux sombres. Un plateau repas intact était posé sur la table roulante. J'ai fait un pas à l'intérieur, mes mains se crispant dans les poches de ma veste. Son regard a balayé mon visage avant de se poser sur la table de chevet, à côté d'elle. Le Zippo était là, posé sur sa surface métallique. Elle n'a rien dit. Elle a juste levé une main, celle qui n'avait pas de perfusion, et a effleuré le briquet du bout des doigts. Un geste lent, presque hésitant. Le silence était rempli du bip régulier d'un moniteur. Je me suis arrêté au pied du lit, ne sachant pas si je devais avancer ou reculer. « Tu ne devrais pas être là, Léo. » Sa voix était un murmure rauque, fatigué. Elle s'est éclaircie la gorge, une grimace de douleur a traversé son visage. « Ce n'est pas ce pourquoi tu as signé. » Ses yeux ont quitté le briquet pour me fixer, et j'y ai vu une dureté nouvelle, une tentative de me repousser. Je n'ai pas bougé. J'ai juste secoué la tête, très lentement, une seule fois. Elle a détourné le regard vers la fenêtre, où la lumière grise de l'après-midi filtrait à travers les stores. J'ai passé ma vie à construire cette image, cette forteresse. Et maintenant? Elle a fait un geste vague vers son corps, vers les machines. Parfois, je me demande si on me voit encore ou si on ne voit que le fauteuil sur lequel je suis assise. Et là, il n'y a même plus de fauteuil. Sa main est retombée lourdement sur le drap. Je me suis approché. J'ai pris la chaise visiteur, le plastique froid et inconfortable, et je l'ai tiré près de son lit. Je me suis assis. Le bruit des pieds de la chaise raclant le sol a brisé le silence. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, et j'ai attendu qu'elle me regarde à nouveau. Quand elle l'a fait, j'ai vu la fissure dans son armure, plus profonde que jamais. « Je ne vois pas de fauteuil », ai-je dit, ma propre voix plus basse que d'habitude. « Je te vois, toi. » Éléonore. Son prénom a semblé étrange et juste à la fois dans cette pièce stérile. Elle a fermé les yeux un instant, ses cils sombres tremblant contre sa peau pâle. Une seule larme a roulé sur sa tempe et s'est perdue dans ses cheveux.
Je n'ai pas bougé pour l'essuyer. « Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi », a-t-elle murmuré, les yeux toujours clos. « Tu ne devrais pas t'encombrer de ça, de moi. » Chaque mot était une barrière qu'elle essayait de dresser entre nous. J'ai tendu la main et j'ai pris le zippo sur la table de chevet. Le métal était tiède, il avait gardé la chaleur de sa peau. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, un geste familier dans ce monde devenu étranger. J'ai ouvert le capot. Le clic a résonné, net. J'ai fait jaillir la flamme, vive et orange dans la lumière blafarde de la chambre. Je l'ai regardé danser une seconde. Il n'appartient plus au passé, ai-je dit en refermant le couvercle. Il n'appartient qu'à nous maintenant. J'ai glissé le briquet dans la poche de ma veste, le sentant peser contre ma poitrine. C'était une décision, un point d'ancrage. Elle a rouvert les yeux. Son regard était intense, cherchant quelque chose dans le mien. Une faille, une hésitation. Elle n'en a trouvé aucune. Le bip du moniteur semblait s'accélérer, ou peut-être était-ce seulement mon propre pouls que j'entendais dans mes oreilles. Le silence s'est étiré, vibrant de tout ce que nous avions eu pendant des semaines. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé, reprenant les mêmes mots que dans l'auberge, mais le sens était complètement différent. Ce n'était plus une invitation, c'était une question sur l'avenir, une question pleine de peur et d'un espoir fragile. J'ai posé ma main sur la sienne, celle qui n'avait pas la perfusion. Ses doigts étaient froids. Je les ai serrés doucement. « Maintenant, on attend que tu sortes d'ici. » ai-je répondu, ma voix stable. « On attend que tu puisses de nouveau défaire ton chignon toi-même et te plaindre de ta mèche argentée. » Un minuscule sourire a effleuré ses lèvres. Et après, on verra, un jour à la fois. Mais on verra ensemble. Le mot « ensemble » est resté suspendu entre nous, une promesse simple et solide. Elle a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Elle n'a rien dit d'autre. Il n'y avait rien d'autre à dire. Nous sommes restés comme ça, main dans la main, pendant que la lumière du jour déclinait derrière la fenêtre. Le son des machines est devenu un bruit de fond, une musique étrange pour ce nouveau départ. J'ai senti la tension quitter ses épaules. 2 semaines plus tard, elle a quitté l'hôpital. La convalescence serait longue, mais elle était chez elle. Je passais chaque soirée dans son appartement, qui sentait la cire d'abeille et les livres anciens. Je lui préparais du thé, je m'assurais qu'elle prenait ses médicaments. Nous parlions peu, mais le silence était plein. Il était confortable, habité. Nous réapprenions à être ensemble, sans les rôles, sans les titres. Les semaines qui ont suivi ont été rythmées par les visites de l'infirmière et les rendez-vous chez le kinésithérapeute. J'ai appris à connaître la vraie Éléonore, celle qui était impatiente, parfois découragée, mais qui se battait avec une force tranquille. Un soir, alors que je l'aidais à marcher dans le salon, elle s'est arrêtée et a posé sa tête contre mon épaule. Son souffle était chaud contre mon cou. Le temps semblait s'être arrêté. Le temps a passé. 3 mois, puis 6. Nos matins ont pris un nouveau rythme, lent et délibéré. Je prépare le café pendant qu'elle fait ses exercices de rééducation sur un tapis dans le salon. Je la regarde étirer son bras, le mouvement est encore raide, une grimace furtive traverse son visage. Je ne dis rien. Je lui tends juste sa tasse, en m'assurant que mes doigts ne touchent pas les siens pour ne pas la faire sursauter. Elle la prend, un léger hochement de tête en guise de remerciement. Elle a recommencé à travailler, depuis le canapé qui est devenu son bureau. Les appels vidéo s'enchaînent, sa voix de PDG reprenant ses droits. Mais entre 2 réunions, elle me demande de lui atteindre un livre sur l'étagère du haut. Je le lui donne, et elle garde sa main sur la mienne une seconde, un contact qui n'a plus rien de formel. L'ancienne Madame Lambert aurait escaladé une chaise plutôt que de demander de l'aide. Celle-ci me laisse voir ses nouvelles limites, sans un mot. Le soir, le silence de mon appartement n'est plus le même. Il est habité. Nous regardons de vieux films, assis côte à côte, un plaid sur nos genoux. Je sens parfois son regard sur moi pendant une scène. Je ne me retourne pas. Je me contente de déplacer ma main sur le canapé, un peu plus près de la sienne. Quelques minutes plus tard, je sens ses doigts trouver les miens, s'y glisser sans la moindre hésitation. Nos mains restent ainsi jusqu'à la fin du générique. Nous avons recommencé à marcher.
Pas de longue balade le long du canal, juste le tour du pâté de maison. Son rythme est lent, mesuré. Je cale mes pas sur les siens, mes mains dans les poches pour ne pas avoir l'air de vouloir la soutenir. Elle s'arrête pour regarder une vitrine et je vois une nouvelle ride fine au coin de son œil, une que je n'avais jamais remarquée avant. Elle est teinée de la douleur, mais aussi de ses sourires, de plus en plus fréquents. Un jour, elle a essayé d'ouvrir un bocal de confiture. J'étais dans la pièce à côté, je l'ai entendu grogner de frustration. Le couvercle résistait. Je l'ai vu poser le bocal avec force sur le comptoir, son poing se serrant à côté. Je ne suis pas intervenu. J'ai fait semblant de chercher quelque chose dans un tiroir, le bruit de mes mouvements couvrant son souffle saccadé. Quelques instants plus tard, elle a abandonné et s'est versé un verre d'eau, le dos tourné. En faisant de la place sur la cheminée, nous avons trouvé une boîte de vieilles photos de mon grand-père. À côté d'un portrait de lui, jeune, il y avait un espace vide. Éléonore a pris le zippo qui traînait sur la table basse. Elle l'a essuyé avec le bas de son pull, puis l'a posé délicatement dans cet espace. Le métal argenté a capté la lumière. Il n'était plus un fantôme entre nous, mais une fondation. Un objet qui avait trouvé sa place, comme nous. Parfois, en réparant une prise électrique ou en resserrant une charnière, je m'arrête un instant. Je la regarde, absorbée dans un livre, sa mèche argentée tombant sur son front. Je me souviens du technicien silencieux qui n'osait pas la regarder dans les yeux, qui collectionnait des détails à distance. Cet homme me semble être quelqu'un d'autre, une version de moi d'une autre vie. Je reprends mon tournevis, le geste est sûr, familier. Je suis exactement là où je dois être. Ce soir, nous sommes sur le petit balcon. Les lumières de la ville scintillent en dessous. L'air est frais. Elle s'appuie contre la rambarde, je me tiens à ses côtés, assez près pour sentir la chaleur de son épaule. « Tu crois qu'il y aura une autre tempête cet hiver ?» demande-t-elle sans me regarder. Je lève les yeux vers le ciel sans étoiles. « Je ne sais pas, » je réponds. « Mais cette fois, on sera déjà à la maison. » Sa main trouve la mienne sur le métal froid.